Il y a plus de 5000 ans, l'Égypte ancienne est apparue comme une civilisation totalement développée dès les premières dynasties. Elle maîtrisait l'écriture, l'architecture, les mathématiques et organisait une société complexe autour des cycles du Nil. Contrairement à d'autres civilisations, l'Égypte ne semble pas avoir connu de période d'évolution progressive, mais s'est imposée dès le départ comme une puissance structurée et avancée. Cette perfection soudaine soulève des questions profondes. Comment l'Égypte a-t-elle atteint un tel niveau de sophistication dès ses débuts? Pourquoi les Égyptiens semblaient-ils maîtriser des concepts avancés en astronomie, en mathématiques et en ingénierie, presque sans préparation préalable? Ces interrogations deviennent encore plus intrigantes lorsque l'on examine certains de leurs monuments les plus célèbres, qui montrent des traces évidentes d'une édification bien plus ancienne que ce qui est généralement admis, ainsi que des incohérences concernant le matériel et les techniques utilisées au regard des connaissances des peuples de l'époque. Ces anomalies nourrissent l'hypothèse selon laquelle les Égyptiens auraient hérité d'un savoir provenant d'une civilisation antérieure, aujourd'hui disparue. Les récits égyptiens eux-mêmes évoquent une époque mythique appelée Zeptépi, ou Premier Temps. Selon ces mythes, les dieux auraient régné sur la terre et enseigné aux premiers hommes des savoirs tels que l'écriture, les mathématiques, l'architecture, etc. Les Égyptiens eux-mêmes attribuaient leur savoir aux Nétérou, des êtres divins ou semi-divins, qui auraient régné avant les dynasties humaines. Certaines théories suggèrent que l'Égypte pourrait être l'héritière d'une civilisation antédiluvienne, détruite par un cataclysme global, comme celui qui a marqué la fin de l'ère glaciaire. Les survivants de cette civilisation auraient transmis leurs connaissances aux premiers Égyptiens, leur permettant ainsi de bâtir une société avancée dès ses débuts. La mythologie de l'Atlantide, racontée par Platon, évoque la disparition soudaine d'une civilisation sophistiquée engloutie par les flots, en un jour et une nuit, à la suite d'un cataclysme. Si ce récit a longtemps été considéré comme une allégorie philosophique, il pourrait également trouver ses racines dans des événements réels survenus à la fin de la dernière période glaciaire, vers 1600 avant notre ère. Cette période, connue sous le nom de Dryas récent, a été marquée par des bouleversements climatiques majeurs, pouvant inclure un événement cataclysmique global qui a profondément modifié les conditions de vie sur Terre. Le Dryas récent, entre 1800 et 1600 avant notre ère, est une période de refroidissement brusque, survenue après une phase de réchauffement post-glaciaire. Elle s'est terminée de manière aussi soudaine, par un réchauffement rapide, entraînant la fonte massive des glaciers et une montée des températures. La fonte des calottes glaciaires a entraîné une élévation du niveau des océans estimée à plusieurs centaines de mètres. Cette montée des eaux a submergé des terres côtières, où de nombreuses populations humaines résidaient. Ces événements correspondent de manière frappante aux descriptions mythologiques de déluges qui circulent à travers le monde. Un tel cataclysme aurait eu un impact dévastateur sur les populations côtières et insulaires, submergeant leurs terres et forçant les survivants à fuir, abandonnant ainsi leur civilisation disparue. Cependant, l'histoire de l'Atlantide, telle qu'elle est relatée par Platon, est souvent rejetée par les historiens comme une invention philosophique, un mythe conçu pour illustrer des concepts abstraits sur la justice et la démesure humaine. Néanmoins, il est intéressant de noter qu'un parallèle frappant peut être établi avec la redécouverte de Troie par Heinrich Schliemann au XIXe siècle. Pendant des siècles, Troie n'était considérée que comme un mythe, une cité fantasmée par Homère dans l'Iliade. Les érudits de l'époque considéraient les récits de la guerre de Troie comme des œuvres purement littéraires, sans fondement historique. Mais en 1871, guidé par les récits d'Homère et une conviction inébranlable, Heinrich Schliemann entreprit des fouilles en Turquie et découvrit les ruines de ce qui est maintenant identifié comme la véritable Troie. Cette découverte révolutionna la compréhension de l'Antiquité et prouva que des légendes pouvaient parfois contenir une part de vérité. La découverte de Troie nous enseigne que les mythes, bien qu'ils puissent sembler fantastiques, peuvent parfois être la mémoire déformée par le temps de réalités oubliées. À cet égard, l'Atlantide, malgré le scepticisme académique, mérite peut-être une reconsidération.
De nombreux auteurs et chercheurs ont suggéré que l'Égypte ancienne pourrait être une colonie fondée par des survivants de l'Atlantide. Ignatius Donnelly, dans son ouvrage Atlantide, le monde antédiluvien, fut l'un des premiers à populariser l'idée selon laquelle l'Atlantide aurait été une civilisation mère, source de connaissances avancées pour des peuples anciens, notamment les Égyptiens. Helena Blavatsky et Manly P. Hall voyaient l'Égypte comme un réceptacle du savoir sacré atlante, visible dans ses rituels religieux et son architecture monumentale. Edgar Cayce, à travers ses transes, décrivait l'Atlantide comme une civilisation avancée, tant technologiquement que spirituellement. Selon lui, des survivants atlantes, fuyant la destruction de leur île vers 10 000 avant Jésus-Christ, auraient trouvé refuge en Égypte et joué un rôle majeur dans la construction des premières grandes structures égyptiennes. Charles Hapgood, soutenu par Albert Einstein, a exploré l'idée que des cartes anciennes, telles que la carte de Piri Reis, pourraient être des vestiges d'une cartographie atlante. Robert Bauval, connu pour sa théorie de l'alignement des pyramides avec la constellation d'Orion, la corrélation d'Orion, partage l'idée que l'Égypte pourrait avoir hérité d'un savoir provenant d'une civilisation plus ancienne. Bien qu'il ne mentionne pas directement l'Atlantide, il suggère qu'un savoir astronomique avancé pourrait provenir d'une source préhistorique, potentiellement liée à des survivants d'un cataclysme. Graham Hancock et John Anthony West suggèrent qu'une civilisation avancée, peut-être l'Atlantide, aurait existé avant la fin du Dryas récent. Ils soutiennent que l'érosion hydrique du Sphinx prouve que celui-ci a été sculpté bien avant l'ancien empire égyptien, potentiellement par une civilisation antérieure, possédant des connaissances sophistiquées. Le grand Sphinx de Gizeh, en effet, présente des anomalies qui remettent en question les chronologies établies. Les traces d'érosion visibles sur son corps et l'enceinte qui l'entoure montrent des caractéristiques inhabituelles, contrairement aux érosions éoliennes causées par le vent et le sable. Les marques sur le Sphinx, telles que des stries verticales profondes et des contours arrondis, sont généralement associées à une érosion hydrique, produite par des pluies abondantes sur une longue période. Cependant, le plateau de Gizeh, situé en plein désert, n'a pas connu de précipitations significatives depuis des milliers d'années. Les études géologiques indiquent que l'Égypte a traversé sa dernière phase de climat humide à la fin de la dernière période glaciaire, entre 10 000 et 8 000 ans avant notre ère. Si ces traces d'érosion sont dues à l'eau, cela implique que le Sphinx est bien plus ancien que ce que la chronologie traditionnelle suggère. L'idée d'une érosion hydrique a été évoquée pour la première fois dans les années 1930 par l'égyptologue et philosophe René Chélou de Lubix, qui nota que ces marques ne pouvaient être attribuées au vent. Ce constat a été approfondi dans les années 1990 par le géologue Robert Schoch, après des études détaillées sur le terrain. Schoch a proposé que l'érosion observée corresponde à des pluies torrentielles probablement survenues à la fin du Dryas récent. À cette époque, la vallée du Nil était officiellement habitée uniquement par des peuplades néolithiques primitives, des chasseurs-cueilleurs équipés d'outils rudimentaires et possédant des connaissances limitées. Cette hypothèse suggère donc que le Sphinx aurait été sculpté, bien avant l'ancien empire égyptien, par une civilisation inconnue aux connaissances sophistiquées. Dans la mythologie égyptienne, il est fait mention d'un âge d'or, ou premier temps, appelé Zeptépi. Cette époque où les dieux vivaient physiquement sur terre, créant le monde à partir du chaos primordial et enseignant aux premiers humains les bases de la civilisation, suggère une transmission de savoir depuis une époque très ancienne, potentiellement antérieure au déluge mentionné dans d'autres cultures, comme la Bible ou les récits sumériens. La pierre de Palerme, un fragment de stèle en basalte noir datant de la 5e dynastie, retrace les règnes des pharaons, mais mentionne également ceux des souverains divins ayant régné avant l'avènement des premiers rois humains. Cette pierre décrit les règnes mythiques des dieux tels que Rê, Osiris et Horus, qui auraient de gouverner lors du Zeptépi. Ces souverains divins sont non seulement décrits comme des figures cosmologiques,
mais aussi comme des dirigeants réels ayant posé les bases de la civilisation égyptienne. Cette chronologie mythologique, présentée sur la pierre de Palerme, est corroborée par le papyrus de Turin, également connu sous le nom de canon royal de Turin. Ce texte, datant du règne de Ramsès Ier, répertorie les pharaons égyptiens, mais inclut également les règnes des dieux et des Tchemsou, ou suiveurs d'Horus, qui auraient régné avant les dynasties humaines. Les Tchemsou étaient des êtres semi-divins, considérés comme des rois ou des prêtres initiés ayant perpétué l'ordre divin. Après le retrait des dieux, durant une période de transition, le passage des règnes divins et semi-divins à des souverains humains pourrait suggérer un événement de rupture dans les mythes égyptiens. Ces récits, comme ceux du Zep-Tépi, mentionnent souvent un déclin et un chaos après l'âge d'or, ce qui pourrait correspondre à des cataclysmes naturels, comme ceux associés à la fin du Dryas récent. Les récits des règnes divins retrouvés sur la pierre de Palerme ou dans le papyrus de Turin ne sont pas isolés, et on peut y trouver des parallèles dans d'autres cultures anciennes, tels que le récit du premier temps chez les Mayas, la liste royale sumérienne, les âges mythiques de la Grèce antique, ou les traditions indiennes. Cette récurrence mondiale du mythe d'un âge d'or dirigé par des figures supérieures pourrait indiquer une mémoire universelle d'une époque où l'humanité aurait été guidée ou influencée par une civilisation avancée, dont les Égyptiens auraient hérité le savoir. Les monuments comme le Sphinx et la Grande Pyramide illustrent parfaitement l'idée d'un savoir supérieur hérité d'une civilisation disparue. Leur alignement astronomique précis, leur géométrie complexe et leur ingénierie dépassent de loin les capacités techniques supposées de l'époque où ils auraient été construits, selon l'histoire officielle. Cette dernière peine même à expliquer comment la pyramide dite de Khéops aurait été réalisée avec des rampes de rondins de bois et des cordes. Rappelons qu'aucun plan détaillé, machine avancée ou document technique décrivant précisément les méthodes de construction n'a été retrouvé, ce qui va à l'encontre des pratiques égyptiennes de l'époque. De plus, aucun corps ni inscription n'a été trouvé à l'intérieur de la Grande Pyramide, ce qui rend sa véritable fonction inconnue. Revenons à l'époque, vers 2500 avant notre ère, lorsque la Grande Pyramide aurait été construite sous le règne du pharaon Khéops. À cette époque, l'Égypte ancienne était une société complexe et avancée, mais ses techniques, telles que nous les connaissons, semblent bien inférieures aux prouesses nécessaires pour ériger un tel monument. Les Égyptiens de l'époque utilisaient principalement des outils rudimentaires en cuivre, un métal malléable et peu résistant. Pourtant, plus de 2 millions de blocs de calcaire, pesant plusieurs tonnes chacun, ont été acheminés sur des centaines de kilomètres et placés avec une précision impressionnante. Les blocs étaient assemblés avec une telle précision qu'il était impossible d'y insérer même une lame de couteau. Comment, avec des moyens si rudimentaires, ont-ils pu obtenir un tel résultat à une telle échelle? La question se pose également concernant la cuve en granit présente dans la chambre du roi, dont la perfection est saisissante. Les Égyptiens maîtrisaient certes les bases de la géométrie et de l'architecture, mais était-ce suffisant pour construire un monument présentant un exploit mathématique en soi? Un édifice aligné avec les points cardinaux avec une précision de 5 minutes d'arc, dont les proportions géométriques intègrent pays et le nombre d'or, et dont la hauteur et la base, multipliées par une constante, donnent une valeur proche de la circonférence et de la hauteur de la Terre. La disposition des 3 pyramides de Gizeh sur le plateau reflète en outre le baudrier de la constellation d'Orion. La théorie de la corrélation d'Orion, développée par l'ingénieur Robert Bauval dans les années 1990, propose que les 3 pyramides de Gizeh soient alignées pour refléter la disposition des 3 étoiles du baudrier d'Orion, Al-Nitak, Al-Nilam et Mintaka. Dans la mythologie égyptienne, Orion est associé au dieu Osiris, symbole de la résurrection et de l'éternité. Revenons à l'époque, vers 2500 avant notre ère, lorsque la Grande Pyramide aurait été construite sous le règne du pharaon Khéops. À cette époque, l'Égypte ancienne était une société complexe et avancée, mais ces techniques, telles que nous les connaissons, semblent bien inférieures aux prouesses nécessaires pour ériger un tel monument.
Les Égyptiens de l'époque utilisaient principalement des outils rudimentaires en cuivre, un métal malléable et peu résistant. Pourtant, plus de 2 millions de blocs de calcaire, pesant plusieurs tonnes chacun, ont été acheminés sur des centaines de kilomètres et placés avec une précision impressionnante. Les blocs étaient assemblés avec une telle précision qu'il était impossible d'y insérer même une lame de couteau. Comment, avec des moyens si rudimentaires, ont-ils pu obtenir un tel résultat à une telle échelle? La question se pose également concernant la cuve en granit présente dans la chambre du roi, dont la perfection est saisissante. Les Égyptiens maîtrisaient certes les bases de la géométrie et de l'architecture, mais était-ce suffisant pour construire un monument présentant un exploit mathématique en soi? Un édifice aligné avec les points cardinaux avec une précision de 5 minutes d'arc, dont les proportions géométriques intègrent pi et le nombre d'or, et dont la hauteur et la base, multipliées par une constante, donnent une valeur proche de la circonférence et de la hauteur de la Terre. La disposition des 3 pyramides de Gizeh sur le plateau reflète en outre le baudrier de la constellation d'Orion. La théorie de la corrélation d'Orion, développée par l'ingénieur Robert Bauval dans les années 1990, propose que les 3 pyramides de Gizeh soient alignées pour refléter la disposition des 3 étoiles du baudrier d'Orion, Al-Nitak, Al-Nilam et Mintaka. Dans la mythologie égyptienne, Orion est associé au dieu Osiris, symbole de la résurrection et de l'éternité. Pour Bauval, cet alignement n'est pas le fruit du hasard, mais une intention délibérée des anciens bâtisseurs, visant à établir un lien spirituel et cosmique entre la terre et les cieux. Ce lien divin est renforcé par l'orientation des conduits internes de la Grande Pyramide, dont certains pointent précisément vers les étoiles d'Orion, et d'autres vers Sirius, étoile associée à Isis, l'épouse d'Osiris. Selon Bauval, en utilisant un logiciel avancé d'astronomie et en se basant sur la précession des équinoxes, un mouvement de l'axe de rotation de la Terre, modifiant la position apparente des étoiles sur un cycle de 25 920 ans. La disposition des pyramides correspond parfaitement à celle du baudrier d'Orion tel qu'il était visible en 1000 avant Jésus-Christ. Cette date aurait été intentionnellement codée dans les monuments de Gizeh pour signifier à une civilisation qui pourrait comprendre ces indices, notre civilisation moderne, qu'un événement majeur y serait lié, tel qu'un cataclysme ayant mis fin à l'ancien monde. Cette datation hypothétique est soutenue par d'autres indices, tels que l'érosion hydrique du Sphinx, qui suggère une exposition prolongée à des pluies intenses, incompatible avec le climat désertique de l'Égypte des derniers millénaires. Ce phénomène coïncide également avec la date avancée par Platon pour la disparition de l'Atlantide, vers 9600 avant notre ère. Les recherches de Graham Hancock, basées sur la précession des équinoxes, indiquent que le Sphinx, orienté précisément vers l'est, pointait vers la constellation du Lion, telle qu'elle apparaissait dans le ciel nocturne lors de l'équinoxe de printemps, autour de 1000 avant notre ère. La forme léonine du Sphinx pourrait ainsi symboliser cette constellation, immortalisant cette connexion céleste. Ce lien avec les cycles célestes témoignerait d'une connaissance astronomique avancée, difficile à attribuer aux civilisations connues de l'époque. Malgré les nombreuses critiques, les théories de la corrélation d'Orion et de l'alignement du Sphinx continuent de captiver les esprits, non seulement pour leur portée astronomique, mais aussi pour les perspectives extraordinaires qu'elles ouvrent sur l'origine de l'Égypte antique. Si ces théories sont exactes, elles remettent en question notre compréhension de l'histoire humaine, en suggérant qu'un savoir avancé aurait traversé les âges, un savoir dont la précision et l'ampleur semblent inconcevables pour l'époque officiellement attribuée à ces monuments. Ce savoir pourrait être le vestige d'une civilisation disparue, antérieure au déluge mentionné dans tant de mythes anciens. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que vous avez apprécié le contenu et que cela a enrichi votre compréhension des mystères fascinants de l'Égypte ancienne et de ses monuments. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner à la chaîne et de partager cette vidéo avec vos amis et familles. Votre avis compte. Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous ou posez vos questions si vous souhaitez en savoir plus. Et surtout,
Activez la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. À bientôt pour de nouvelles découvertes passionnantes.